Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, on va prendre la direction de l'abbaye royale de l'Épau. Où se tenait toute la journée une séance plénière du conseil départemental de la Sarthe avec au cœur des débats la question de l'accès à la santé. Et puis une nouvelle exposition au Mans au musée de Tessé nous invite à découvrir les peintres flamands du XVIIe siècle avec leur intérêt prononcé pour la mode et les beaux habits, vous le verrez. Et l'invité de notre journal ce soir ? Jean Foyer, le PDG de Kéros Énergie avec sa start-up. Le Sartois compte bien révolutionner la production d'énergie verte sans déchets et en circuit court de production locale, vous le verrez. Mais alors on va parler politique pour démarrer ce journal. Le département de la Sarthe adopte un nouveau plan santé puisqu'alerter l'État dont c'est la compétence ne suffit pas. Les conseillers départementaux imaginent les solutions pour maintenir une offre de soins sur le territoire. Aide à l'installation, financement des maisons médicales pluridisciplinaires, bourse pour les étudiants ou encore financement de matériel de pointe. Le plan santé 2022-2026 a été adopté à l'unanimité ce vendredi en l'abbaye royale de l'Épau. Anthony Piton. 1 200 000 € par an consacrés à la santé. La feuille de route a été adoptée à l'unanimité par les conseillers départementaux. Et si la majorité et l'opposition s'accordent, c'est parce qu'il y a urgence. La Sarthe perd le peu de médecins dont elle dispose, 56 en moins sur les 5 dernières années. Il y a une multitude de problématiques. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut pour accompagner l'arrivée, l'installation de nouveaux médecins. Oui, il faut faire tout ce qu'on peut pour rendre le travail des professionnels de santé plus facile, plus acceptable, pour encourager des nouveaux outils, la médecine à distance. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses que le département peut faire. Maintenant, on l'a vu, il y a encore des trous dans la raquette. Sur la santé mentale, sur la prévention du suicide, y compris chez les jeunes, mais pas que. Le plan santé pourrait être amené à évoluer, mais pour l'heure, il contient dans sa panoplie 3 types de remèdes. Des incitations financières à l'installation pour les étudiants ou les nouveaux médecins, des aides pour soutenir les projets de santé des communes et la projection de moyens directement sur place, dans les déserts médicaux. Là où il n'y a plus de professionnels de santé, là où on ne peut pas construire de projets parce que précisément il n'y a plus de professionnels de santé, eh bien on va projeter des moyens sur place. C'est le Médibus, c'est ce Médibus qui va aller à la rencontre des Sartoises et des Sartois. C'est le Médibus qui va aller s'installer sur la place des villages, au pied de l'église, et qui va accueillir des patients qui n'ont plus accès à une infirmière, à un médecin, au renouvellement d'un traitement. Et ce Médibus-là, donc on va le construire avec une cabine de téléconsultation, avec des médecins sartois du centre Sarthe-Le Mans qui est implanté au Mans aujourd'hui, donc des médecins qui existent déjà, et il y aura un infirmier dans le Médibus qui accompagnera les patients. Lors des 4 prochaines années, la collectivité devrait investir en tout plus de 5 millions d'euros dans le domaine de la santé. On est dans un contexte contraint avec aujourd'hui des financements qui nous sont demandés pour les hausses des coûts de l'énergie, pour l'inflation. Et donc il faut dégager des moyens sur un plan qui va s'étaler sur 4 années. C'est donc un effort considérable qui est fait par le département. Le département planche aussi sur l'organisation des assises départementales de la santé au premier semestre 2023. En attendant, l'accès aux soins reste un parcours du combattant. Et puisqu'on parle santé, Laure, un mot du Covid dans notre département. L'Agence régionale de santé annonce ce jeudi 20 octobre que le nombre de cas augmente significativement dans les Pays de la Loire. Depuis le 3 octobre, une nouvelle campagne de rappel vaccinal est ouverte afin de protéger les personnes les plus fragiles. Parmi elles, les plus de 60 ans. Toujours selon l'Agence régionale de santé, le virus, majoritairement variant Omicron, se répand plus fortement chez les personnes âgées. Il est très contagieux mais provoque moins de formes sévères que les précédents. La production d'énergie à base de chanvre, ça va bientôt être possible dans notre département. On en parle avec l'invité de notre journal, Jean Foyer, le PDG de Kéros Énergie, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau ce soir. Merci d'être avec nous, Jean Kéros. Le projet Kéros Énergie, c'est de la production d'énergie à base de chanvre cultivée par des agriculteurs sartois avec une usine de transformation qui va sortir de terre du côté de Trangé. Ce sera la première unité de production au monde de gaz de chanvre par pyrogazéification. Un procédé qui permet d'obtenir un gaz de synthèse pouvant être converti en hydrogène. Est-ce que j'ai tout dit, Jean Kéros ? Jean Foyer, pardon. Alors, Jean Kéros. Oui. Merci Laure de me recevoir et pour parler de ce beau projet. Alors, je veux juste dire une toute petite précision. Le chanvre, ça ne sert pas à l'énergie principalement. Oui, c'est important. Et c'est vraiment important parce que, en fait,
quand on dit gaz, c'est un mythe en fait pour les gens. On connaît plus le gaz, on sait plus ce que c'est, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on extrait dans le sol. Donc produire du gaz, je me rends compte, ça fait 3 ans que je viens régulièrement sur le plateau et en fait on a toujours cette image d'Épinal de l'usine à gaz, ou alors ça vient du gaz fossile. Et pouvoir le faire avec un résidu agricole, parce qu'en fait c'est un résidu, le chanvre, c'est une plante sartoise depuis des centaines d'années. Absolument. Ça n'a jamais servi à faire du gaz. Par contre, il y a eu beaucoup de richesses qui ont été créées avec le chanvre, que ce soit pour l'alimentaire, pour le textile, il y a énormément de choses. En fait, le principe là où je me suis un petit peu... c'est une innovation et c'est une démarcation par rapport à d'autres procédés de production de gaz. C'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser un coproduit de manière intelligente. C'est quelque chose qui pousse très vite le chanvre. On ne le voit pas en avril. En juillet, on en voit beaucoup et ça monte très très haut. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce coproduit pour faire un gaz qui est très souvent décrié pour ses modes de production. Parce que on entend la méthanisation, alors c'est un procédé extraordinaire, mais il y a... Là, c'est pas de la méthanisation. Mais là, c'est pas de la méthanisation, c'est de la gazéification. Alors, quand on dit il n'y a pas de déchets, c'est vrai, il n'y a vraiment pas de déchets carbone, de déchets dans l'atmosphère. Alors, il n'y aura aucun rejet atmosphérique, ça c'est vrai. Ça, c'est sur le site de production, il n'y aura pas de rejet atmosphérique. Par contre, c'est Lavoisier qui le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Absolument. Ça veut dire que si on met quelque chose en entrée, on va l'avoir en sortie. Il y a des petits malins qui disent garbage in, garbage out. Donc ce qu'on met de sale en entrée, on le récupère de sale en sortie. On récupère à l'extérieur. Si on met du chanvre qui est plutôt propre, parce qu'en fait c'est une plante qui pousse très rapidement, on va avoir quelque chose, un gaz qui va sortir plutôt propre également en sortie. Mais il est plutôt propre. Ça ne veut pas dire qu'il est tout à fait propre. Oui. Le méthane, c'est du carbone et de l'hydrogène uniquement. Le chanvre, il y a aussi autre chose. Donc oui, il y aura des déchets. Il y aura d'autres produits que le gaz. Alors, il y a des déchets qui sont liés à la chimie. C'est-à-dire que quand on va traiter de l'eau, par exemple, pour rendre l'eau potable, on va produire des déchets. Mais c'est un circuit de recyclage qui se fait très bien, et voilà, des déchets chimiques. Après, il y aura des cendres, mais les cendres, en fait, c'est ni plus ni moins que le contenu minéral de ce qui a été pris dans le sol. Donc, si on vient amender les sols avec un contenu minéral plutôt que de la chimie, c'est encore mieux. C'est plutôt mieux. Donc, en fait, le déchet, il se transforme en matière première pour l'agriculteur. On voit, vous êtes ingénieur de formation, on l'aura compris. Alors, vous avez eu le prix coup de cœur du jury pour la production d'énergie renouvelable lors de la première réunion nationale des industriels de la décarbonation. ID Carbone Expert, c'était à Paris le 10 octobre dernier. On va vous voir en photo. C'est un prix décerné par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est une reconnaissance très, très, très importante pour vous. Pourquoi ? En fait... la production d'énergie renouvelable, aujourd'hui, quand on entend énergie renouvelable, on entend électricité, on entend éolien, on entend photovoltaïque, on entend un tout petit peu gaz avec la méthanisation, mais majoritairement, quand le président Emmanuel Macron tout à l'heure a annoncé qu'il sortait de la charte sur les énergies fossiles, il a parlé énergie renouvelable. Oui. On n'a pas entendu gaz, on a entendu plutôt électricité. Et donc, que je puisse être lauréat d'un prix national sur la production des énergies renouvelables en produisant du gaz avec un coproduit agricole, c'est un peu une fierté. Parce que, ça y est, enfin, on commence à comprendre qu'on peut en faire avec autre chose que les éoliennes et le solaire. Et c'est important, une reconnaissance nationale pour vous, parce que ça fait 3 ans que vous êtes sur ce projet, soutenu par tous, je le dis, en local, que ce soit les collectivités, beaucoup d'entreprises privées également. Et aujourd'hui, tout ce qui manque, c'est une tarification de revente. Ça en est où, cette histoire, pour que ça démarre, quoi. En fait, ce qu'on peut expliquer par rapport à ça, l'éolien, le solaire, la méthanisation, les projets, en fait, quand ils démarrent c'est qu'il y a un problème d'acceptabilité du public. C'est les riverains qui ne sont pas d'accord. On ne veut pas de ça dans notre jardin, et on ne veut pas de ça à 500 mètres de chez nous, et on ne veut pas ça parce que ça ne... Tous ces arguments sont recevables, il n'y a aucun problème, je ne vais pas dire du pour et du contre, mais il n'y a jamais de problème tarifaire. On ne parle pas parce qu'il y a une grille tarifaire pour cette production d'énergie renouvelable, que ce soit méthanisation ou que ce soit énergie électrique. Et vous pensez que ça va arriver quand alors ? Je pense que l'impact actuel sur le prix de l'électricité, sur le prix de la raréfaction du gaz fossile, est en train d'accélérer les choses. Mais en fait, il faut oser expérimenter.
la majorité des expérimentations qui sont faites avec cette production de gaz, avec tous les mots qu'on peut entendre par pyro-gazéification ou hydrolyse, thermolyse, voilà, c'est nouveau. Donc, il faut expérimenter. Le fait de le faire avec un produit simple, ça peut certainement permettre d'accélérer les choses. Eh ben, on serait très fiers en plus que ce soit un produit sartois pour commencer. Et on vous soutiendra encore sur ce projet. Absolument. Merci Jean Foyer d'être venu. Pour les gens que ça intéresse, il y a le site qui existe, keros-energie.com pour de plus amples informations. Merci, à bientôt. De la culture à présent, Laure, dans ce journal et cette exposition inédite, absolument aller voir du côté du musée de Tessé. C'est aussi une première mondiale. Hein. Le musée de Tessé vous propose de découvrir la mode du XVIIe siècle à travers les peintres flamands. L'exposition L'étoffe des Flamands présente les costumes de l'époque en tissu et sur toile. Et c'est Hélène Galliana qui a découvert tout cela pour nous. On parle de questions économiques, financières, on parle de travail, d'artisanat, l'artisanat du drap de laine, de la toile de lin, de la dentelle. Et ça permet de présenter un panorama, si vous voulez, un portrait de la société néerlandaise beaucoup plus complet que si nous n'avions exposé que des tableaux. Car c'est plus qu'une exposition de peinture à découvrir ces prochains mois au musée de Tessé du Mans. C'est la première fois qu'a lieu une exposition sur la mode aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Donc déjà, ça c'est vraiment une grande chose. Et puis, pour traiter ce sujet, on a eu la chance d'avoir des prêts du musée du Louvre, mais aussi des Pays-Bas qui viennent donc pour la première fois en France et qui sortent de toute façon très rarement des réserves, puisque ce sont des pièces très fragiles, anciennes et faites en cuir, en textile, donc des choses qui craignent la lumière. Parmi les pièces exceptionnelles à découvrir, cette paire de gants. Elle a été utilisée au XVIIe siècle lors de la cérémonie du mariage où le marié avait offert précédemment, quelques jours avant, à sa future épousée une paire de gants richement brodés, magnifiques. Et au moment de la cérémonie, la mariée revêtait la paire de gants, rentrait dans l'église et dans l'église, elle enlevait le gant droit, elle serrait la main de son marié et le mariage avait eu lieu. C'était l'équivalent du baiser, mais qui donc se faisait on serrait les mains. L'exposition est visible au musée de Tessé jusqu'au 29 janvier 2023. Les deux infos avant de se quitter. Tout d'abord, l'ouverture officielle de la billetterie des 24 heures du Mans. Oui, pour le centenaire, le 10 juin 2023. Et les tarifs ont augmenté. Mais si vous prenez vos billets avant le 28 février, vous bénéficiez d'une remise de 8 € pour l'entrée semaine course ou week-end course. Après cette date, après donc le 28 février, ce sera 102 ou 91 € pour ces deux types de billets. Le prix de la passion. En effet, alors vous l'avez bien dit. Et puis on finit par des 24 heures plus musicales qui vont avoir lieu ce week-end. Musicales et mélodiques, oui. C'est la 6e édition des 24 heures piano ce week-end, les 22 et 23 octobre. Ça se passe à l'École supérieure d'art et de design au Mans. 5 pianistes de renommée internationale vont se relayer pour un hommage hors norme au compositeur Alexandre Scriabine. Départ du marathon musical samedi à 15h. C'est comme pour les 24 heures. Renseignements sur pianoctambule.com. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin du journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.